Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un travail collectif qui est plutôt sur la partie politique publique et politique de santé publique en France, au travers du cas de l'obésité. Donc en étudiant l'obésité, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution des politiques de santé publique en France? Donc je suis moins sur la partie santé au travail, assez peu, mais en lisant beaucoup de travaux de collègues français, y compris de Sciences Po, sur les politiques de santé au travail, il y a beaucoup des conclusions de ce qu'on dit pour les politiques de l'obésité qui vaut pour ces politiques. J'y reviendrai, j'essaierai de vous donner quelques éléments. C'est aussi, donc ça, une opportunité de vous donner un petit éclairage sur l'obésité en France. Et puis, c'est aussi l'occasion de comprendre des dynamiques de diffusion de savoirs particuliers, en l'occurrence le marketing social, toutes les sciences cognitives, l'économie comportementale, les nudges, qui deviennent des savoirs qui fondent de plus en plus les politiques publiques de santé en France. Et essayer de comprendre un peu certaines des dynamiques de diffusion, surtout dans un pays comme la France, qui a une tradition de social welfare importante, une tradition de lutte contre les inégalités sociales de santé importante. Et donc, c'est un peu cet objectif que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est un travail avec des collègues que vous avez certainement rencontrés, Patrick Castel, Jeanne Lazarus, Étienne Nouguez et Olivier Pilmis. Et puis Abigail Sagui, qui est une professeure de sociologie au département de sociologie de UCLA et qui a beaucoup travaillé sur l'obésité également et les politiques de l'obésité aux États-Unis. Et on a fait des comparaisons ensemble. Donc, je vous présente ça personnellement, mais je ne suis qu'une petite main dans toute cette équipe qui a produit ces recherches. Alors rapidement, on va vous présenter j'ai envie de dire le questionnement théorique qu'on avait quand on a fait cette étude. Je vais vous donner dans une deuxième partie un peu une idée de ce que c'est que la politique française de l'obésité, et c'est très significatif. On va revenir sur les conditions de diffusion des innovations en santé publique inspirées des savoirs du marketing social, et puis quelques conclusions que ça peut avoir pour la sociologie politique et pour la formation des politiques publiques. Alors, donc on a travaillé, je ne vais pas m'étendre, les slides seront disponibles sur ces aspects. On a fait beaucoup d'interviews. C'est une recherche qui est fondée sur une méthodologie essentiellement qualitative, même si on s'est servi de travaux plus quantitatifs avec les travaux d'Abigail. Voilà, donc c'est une recherche un peu conclusive qui met ensemble et en débat toute une série de recherches plus spécifiques qu'on a menées depuis à peu près 3 ans. Alors, juste rapidement, le marketing social, vous le savez, c'est l'idée de retourner les outils du marché contre le marché. Et c'est l'idée qu'il faut en fait prendre acte des acquis des sciences comportementales, donc des sciences qui étudient les déterminants des comportements, pour essayer d'aider les comportements des citoyens, des consommateurs, à être plus vertueux pour leur santé. Et donc, dans le marketing, c'est une discipline qui est une discipline qu'on dit marché. C'est en fait alors, je ne sais pas si on peut parler d'une discipline, mais en tout cas, elle a toutes les caractéristiques des disciplines, comme la sociologie, la science politique, l'anthropologie. Elle a ses revues spécialisées, elle a ses travaux de recherche, ses associations professionnelles. Et beaucoup de ceux qui travaillent en sociologie ou sur le marketing disent que c'est une machine à recycler les travaux d'autres disciplines, notamment la psychologie comportementale, l'économie, évidemment, et aussi un peu la sociologie. Donc le marketing social, ça a vocation à utiliser les conclusions du marketing pour aider les consommateurs ou les citoyens à faire des meilleurs choix beaucoup en santé, mais meilleurs choix aussi, ils se diffusent beaucoup dans les champs de la finance,
ou pour lutter contre le surendettement, par exemple. Jeanne Lazarus, que je vous ai présenté dans l'équipe, travaille là-dessus. Beaucoup dans les politiques environnementales, Sustainable Development, et puis beaucoup en santé publique. Le marketing social et l'économie comportementale et les nudges, que je mets un peu ensemble, on pourrait rentrer dans le détail, a séduit beaucoup de gouvernements occidentaux. Obama a créé une unité spéciale économie comportementale. James Cameron aussi l'a fait. En France, Nicolas Sarkozy était très tenté de mener des politiques fondées sur le marketing social ou les sciences comportementales au sens large. Et nous, on a le point de départ du questionnement qu'on a eu, c'est que, en fait, quand on regarde les résultats ou les hypothèses de ces sciences, finalement, c'est des connaissances qui sont assez anciennes. C'est des connaissances, par exemple, l'économie comportementale, qui en ce moment, vous savez, s'attaque beaucoup est une contestation de l'économie néoclassique, en disant que la rationalité des économistes n'existe pas en réalité et que, en fait, les individus ont des biais psychologiques et qu'il faut agir en tenant compte de ces biais psychologiques. Finalement, ce sont des conclusions qui remontent au moins au début de l'école de Carnegie et des travaux sur la rationalité limitée de Marshall Simon, et une grande partie aussi des conclusions de toutes ces sciences comportementales ou des hypothèses sont fondées sur des résultats de psychologie sociale, Kahneman et Tversky, qui elles aussi ont été publicisées dès les années 60-70. Donc notre question, c'était comment se fait-il qu'il y a un succès en politique, mais également sur le marché scientifique, de théories qui, d'un point de vue de la plus-value intellectuelle qu'elles apportent, se fondent sur des travaux qui sont assez anciens. Ça, c'était notre question. Et la deuxième question théorique, c'est donc comment elles se diffusent. Pourquoi elles deviennent de plus en plus, pourquoi elles se placent de plus en plus au fondement de l'intervention publique ou privée, parce que ces sciences comportementales, de plus en plus, le management travaille à comment on peut faire des nudges en organisation, en entreprise, comme complément des outils managériaux traditionnels, des outils de contrôle des comportements des individus en organisation. Donc comment le nudge peut aussi complémenter et ces théories comportementales peuvent complémenter les outils que l'on a, on pourrait dire, de contrôle social dans les organisations. Voilà, donc ça c'était notre petit puzzle théorique. Et on a fait une hypothèse théorique, c'est que notre hypothèse, c'est que l'une des explications qui est avancée, c'est que finalement ces théories comportementales, je résume sous le terme de social marketing, mais je ne devrais pas, c'est un résumé un peu abusif, c'est qu'elles sont très en phase, elles ont beaucoup d'affinités électives avec le néolibéralisme au sens large, et que c'est l'une des raisons d'explication de leur succès auprès de gouvernements particuliers dans des sociétés particulières. Et nous, on veut montrer que ce n'est pas suffisant, qu'il y ait une affinité de sens entre ce type de savoir et des idées politiques pour expliquer leur diffusion. Nous, on veut un peu insister sur d'autres types d'explications. Alors, rapidement, je voudrais juste vous donner un petit panorama rapide de la politique française en termes d'obésité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en France, la politique d'obésité s'est mise en place, grosso modo, en 2001. Entre 2001 et 2004, pour le dire rapidement, à une époque où le problème de l'obésité en France est un problème assez peu important. On doit avoir à peu près 10% de personnes obèses en France, alors que ça n'a rien de comparable à ce qu'il y a aux États-Unis, avec près de 30% de personnes obèses, ou même en Angleterre, où on n'est pas loin des 20%, mais ça se met en place quand même à partir de cette époque-là.
au moment où WHO, la World Health Organization, sort un rapport sur l'épidémie mondiale d'obésité, qui a été vraiment un élément déclenchant de toute une série d'articles dans les revues dans les journaux français sur le problème de l'obésité. Elle est inscrite sur l'agenda très rapidement, ça devient un problème public très rapidement, et va se mettre en place des plans qui sont des plans de nutrition. Alors on a, dans cette séquence de construction de la politique publique, on a finalement une séquence assez classique où on avait des gens au ministère de la Santé qui étaient porteurs d'un plan de nutrition beaucoup plus large que simplement la politique de l'obésité, qu'ils n'arrivaient pas à faire adopter par les gouvernements. Donc la nutrition, c'était sur les vitamines C, sur toutes sortes de choses. Et quand ils ont vu le problème de l'obésité apparaître comme un problème, ils ont vendu leur plan de nutrition comme une solution. Donc on était vraiment dans une logique où un problème, une solution attendait son problème pour exister en politique. Alors, juste pour vous, quand vous regardez ce caractère très politique de la policy contre l'obésité en France, c'est très bien illustré par le fait qu'on a finalement un taux de prévalence de l'obésité qui est assez faible en comparaison de tout. Alors je ne sais pas où se trouve le Canada, mais je crois que vous êtes quand même pas mal placé là-haut. Ça date de 2013. Alors vous voyez qu'il y a quand même deux pays, ça c'est juste pour la petite histoire, la Grèce et l'Italie, qui sont pourtant réputés être des pays avec des traditions culinaires qui ont agi comme des facteurs de protection par rapport à toute une série de maladies, qui se trouvent quand même très haut à l'intérieur de... et le Portugal également, vous voyez ici, qui se trouve ici, donc... les Anglais étant à peu près... Alors là, vous avez donc Indonésie, Turquie, Norvège, Brésil, République slovaque, Tchèque, Estonie, Suède. Bon. Voilà, donc il y a eu une dramatisation du problème de l'obésité en France à un moment où les prévalences ne le justifiaient pas parfaitement. Et cette dramatisation du problème de l'obésité est surtout la conséquence du travail politique de certains acteurs qui, depuis longtemps, cherchaient à pousser un plan nutrition qu'ils n'arrivaient pas à faire adopter par le gouvernement. Donc là, on est dans un schéma de sciences politiques très classique, comme je le disais, où une solution attend son problème pour s'épanouir dans une politique publique. Juste pour être sûr, c'était sur le pourcentage d'enfants, donc c'est quoi la population générale là? Si je vois votre Boys and Girls Association. C'est pas general population, c'est pas la population générale. Oui, c'est le pourcentage des children. Ouais, quand même. Ouais. Mais l'obésité, alors je donne ce chiffre d'obésité. De toute façon, c'est assez similaire du côté de la. Mais justement, l'obésité des enfants étant un bon marqueur du début d'une épidémie, plutôt que parce que quand on prend la population générale, on intègre des personnes qui avaient une diète quand ils étaient jeunes, qui était très différente et qui voilà. Donc pour ça, de ce point de vue-là, ça donne une bonne idée des tendances à venir. Et puis surtout parce que les programmes d'obésité qu'on a utilisés étaient des programmes de lutte contre l'obésité des enfants. Voilà, donc ça permet de faire. Mais vous avez raison de le préciser. Donc il y a eu peu de controverses en France sur le caractère de l'obésité. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, où, comme vous le savez, les taux de prévalence de l'obésité sont considérables, il y a une polémique absolument... Enfin, il y a eu des controverses très fortes avec ce qu'on appelle les Fat Acceptance Movements. Donc ces individus qui utilisent le terme de fatness, plutôt que obesity, parce que pour eux, obésité est déjà un stigmate médical, alors que eux considèrent que l'obésité est un signe de la diversité humaine, comme la couleur de la peau, comme l'orientation sexuelle, et qui se sont battus pour dire, et pour construire l'obésité, enfin, en tout cas la fatness, comme quelque chose de tout à fait normal. Ils ont mobilisé des épidémiologistes, des chercheurs, qui ont montré qu'en fait, l'obésité était un confounding factor, que la vraie raison, c'était l'absence, c'était la diète mauvaise, enfin l'alimentation et le manque de sport, qui étaient les vraies raisons d'une surmorbidité dans les populations d'obèses, mais qu'on pouvait être, en bonne santé à n'importe quelle taille, healthy at every size,
hein, et qu'il y avait des gens très minces qui, parce qu'ils mangeaient mal et parce qu'ils ne faisaient pas de sport, avaient toute une série de... Donc ces Fat Acceptance Movements, c'est intéressant parce qu'ils sont construits sur le modèle des mouvements en faveur de la reconnaissance de l'homosexualité. Donc ils ont créé le terme de fat phobia, hein, comme homophobia. Ils ont inventé le concept de coming out pour une personne obèse. Alors ça veut dire quoi, coming out pour une personne obèse? Ça veut dire, par exemple, au bureau, dans un open space, monter sur une chaise et dire « Je suis obèse et je suis fier de l'être et je ne considère pas ça comme... ou je suis une personne de forte corpulence et je ne considère pas ça comme... » Donc il y a eu beaucoup de controverses aux États-Unis sur cette histoire de l'obésité. Pas du tout en France, hein, où ça a été tout de suite un problème médicalisé, reconnu d'abord dans ses dimensions médicales comme un facteur de risque et comme à la fois une menace de santé publique et un problème parfaitement médical. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'aux États-Unis, donc en France, on a eu une médicalisation du problème, mais l'essentiel du registre de qualification du problème de l'obésité était surtout sur le rôle des inégalités sociales dans l'obésité. Alors qu'aux États-Unis, le registre de qualification de l'obésité dans l'espace public a été surtout une question de morale. Grosso modo, on a fait, ça c'est sur la base d'une analyse quantitative qu'on a fait avec Abigail Sagi. Quand vous regardez les frames, hein, comme disent les anglo-saxons, les processus de framing du problème de l'obésité en France et aux États-Unis, en France on insiste sur la responsabilité des inégalités sociales dans la genèse de ce problème. Les gens pauvres ou stigmatisés ont plus de risques de devenir obèses, alors qu'aux États-Unis, on a surtout rattaché ça à des questions de maladie de la volonté, de faiblesse de caractère, et finalement, on a logé l'ensemble des déterminants du problème de l'obésité aux États-Unis chez la personne et dans le caractère de la personne. Alors vous regardez, ça s'est illustré de manière assez claire. Hein. En France, on insiste sur les causes structurelles qui contribuent à l'obésité, en disant, grosso modo, quand vous lisiez les journaux français, c'était une insistance sur le rôle de l'industrialisation de l'alimentation, sur la malbouffe venue des pays anglo-saxons, sur les inégalités sociales. Hein. C'était ça, les causes structurelles de l'obésité, alors qu'aux États-Unis, on a surtout insisté sur des causes beaucoup plus individuelles. Quand vous faites une comparaison New York Times, Newsweek, Le Monde, l'Express, entre 1995 et 2005, vous voyez effectivement qu'aux États-Unis, on insiste beaucoup plus sur les causes qui sont individuelles et en France, beaucoup plus sur les causes collectives. Alors, ce qui nous a intéressé aussi comme petit puzzle à l'intérieur de ce problème, c'est que normalement, il y a une hypothèse chez les sociologues qui sont les sociologues qui travaillent sur la formation des politiques publiques. Ils disent que la façon dont un problème est cadré dans l'espace public implique que certaines solutions soient mises en œuvre. Donc, si vous avez un cadrage sur les causes individuelles, on va avoir des solutions qui adressent, qui essaient de résoudre les problèmes liés des problèmes individuels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cadrages très différents, mais qu'on a le même type de politique. Donc quand vous regardez la politique française, vous apercevez que c'est une politique très individualisante. Et c'est ce sur quoi je vais venir maintenant. Donc aux États-Unis, on insiste sur la responsabilité personnelle. Les politiques publiques qui sont mises en œuvre, c'est essentiellement des campagnes d'éducation pour les aider à faire de meilleurs choix. Donc on responsabilise le citoyen individuel et on se sert beaucoup finalement des techniques classiques du marketing, information, communication. Hein. Il y a d'une certaine manière de la cohérence entre le cadrage dans l'espace public et les solutions de politique publique. En France, à l'inverse, il y a une déconnexion entre ce cadrage qui insiste sur les causes structurelles et les politiques publiques qui sont assez similaires à celles des États-Unis. Donc en France, qu'est-ce que vous avez comme politique? Dans les questions, je pourrais y revenir plus rapidement, je vais essayer d'accélérer. Vous avez surtout eu des campagnes de communication,
dans les grands médias, dans les journaux. Vous avez eu aussi des nudges dans les restaurants à l'école. Alors par exemple les nudges classiques, c'est dans les cantines, les restaurations scolaires, on a mis les gâteaux très en haut, les légumes au milieu, on a réduit la taille de certains plateaux, hein, donc tout ça pour amener les enfants à moins consommer. Du côté de l'offre, en fait, on n'a pas fait grand-chose. On a retiré les distributeurs automatiques des écoles, qui est la seule mesure vraiment contraignante qu'on a faite, mais la distribution de friandises, de Coca-Cola, etc., dans les écoles, par les distributeurs, ça a surtout été un problème pour l'industrie de fabrication de ces distributeurs, mais pas du tout pour l'industrie agroalimentaire, parce que c'était un pourcentage très limité de sa distribution. Je pense que ça fait à peu près 3% de l'ensemble par exemple, des sodas qui est vendu, qui sont distribués via ça. Donc c'était une mesure pas très agressive. Il n'y a pas eu de prix, il n'y a pas eu de taxe. Alors je ne reviens pas là-dessus, mais même la taxe soda, c'est une taxe surtout sur les Coca-Cola. Donc c'est surtout une taxe pour les Américains, pour défendre l'industrie française. D'ailleurs, les recettes de cette taxe sont là pour financer la retraite complémentaire des agriculteurs. Donc on est vraiment dans la défense du modèle français et pas du tout dans le modèle de santé publique. Et vraiment, il y a eu cette idée qu'il fallait absolument qu'on ait un consommateur informé et surtout qu'il fallait trouver la bonne information pour l'amener à transformer son comportement. Et ça, c'est vrai que c'est assez surprenant dans la tradition de santé publique, la tradition de filet de sécurité sociale français, où jusqu'à maintenant, il y avait cette hypothèse que beaucoup d'individus, notamment les individus dans des situations défavorisées, n'ont l'autonomie de leur choix et un avenir qu'ils doivent viser, et on doit créer les conditions pour eux qu'ils atteignent cette autonomie, contrairement aux pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, où l'autonomie est considérée comme un acquis, comme quelque chose qui constitue la nature des individus, et que l'État n'est pas là pour créer les conditions pour qu'ils atteignent cette autonomie. Alors, trois conclusions préliminaires sur cette politique de l'obésité. La première chose, c'est que c'est très intéressant, c'est que quand vous regardez les travaux d'épidémiologie en France, ils font sortir essentiellement les déterminants socio-économiques et les déterminants aussi collectifs, relationnels. Qu'est-ce qui explique l'obésité? C'est d'être inséré dans un réseau de personnes obèses, lui-même certainement une variable intermédiaire pour des questions socio-économiques, mais que finalement les travaux qui ont été mobilisés en politique sont des travaux qui insistent essentiellement sur des comportements et sur des dimensions individuelles, sur des déterminants individuels de la consommation. Donc en France, on a cherché essentiellement à transformer les comportements individuels en agissant sur les déterminants individuels, et le locus de l'action, c'est vraiment essayer d'intervenir sur l'esprit des individus. Et finalement, en France, j'ai envie de dire que la boîte à outils du décideur public a plus à voir avec le marketing mix, d'une certaine manière, qu'avec les instruments traditionnels de la santé publique, hein, qu'on connaît bien au Québec, d'action sur l'environnement et les conditions socio-économiques. Donc on a vraiment une politique très individualiste. Deuxième point, c'est que c'est essentiellement une politique symbolique, hein, une politique qui va surtout chercher à agir sur les signes, enfin sur on pourrait dire les symboles par les symboles. Donc une politique d'information, une politique pour faire peur parfois. C'est vraiment une politique de communication et aussi une politique qui signe le caractère symbolique de l'action de l'État en France. C'est-à-dire d'un État qui n'a plus les capacités d'action autonome pour développer de vastes politiques de social welfare comme il avait par le passé. J'essaie d'accélérer un tout petit peu et de vous maintenir en vie et pas encore trop endormi. Finalement, qu'est-ce que signent ces politiques de la santé publique de l'obésité en France? Elles signent l'idée que, bien sûr, il y a la pénétration des idées néolibérales qui insistent sur l'importance de l'individu autonome,
Mais ce sont surtout, d'après nous, enfin d'après nos conclusions, c'est ce qu'on montre dans nos études, ce sont surtout parce que ces politiques sont des politiques très peu chères. Finalement, ce sont des politiques qui signent un rapport de force structurellement très déséquilibré entre les industries, notamment les industries agroalimentaires qui sont extrêmement bien organisées dans des lobbies. C'est le premier remployeur européen, les industries agroalimentaires. Un rapport déséquilibré avec un État qui n'a plus d'argent à dépenser sur des politiques sociales importantes. Au contraire, on est vraiment dans une logique de diminution de ces politiques sociales. Et un citoyen, notamment en France, qui est beaucoup moins bien organisé qu'il ne peut l'être dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, et qui donc est le maillon faible. Et donc, ces politiques individualisantes sont des politiques qui permettent de réaliser pile poil un espèce de compromis dans ce rapport. On s'intéresse en priorité au maillon faible de ce triptyque, c'est-à-dire les individus. On est peu agressif vis-à-vis des industries, du marché. Ces politiques individualisantes sont aussi des politiques qui ne somment pas l'État d'intervenir. Alors il y a une jolie phrase qui dit que finalement, gouverner en santé publique, mais c'est également gouverner dans le développement durable, gouverner dans les politiques de prévention de l'endettement, etc., toute une série de politiques, ça consiste essentiellement à faire en sorte que les individus se gouvernent eux-mêmes. C'est une phrase de Didier Fassin que je trouve assez jolie et qui illustre bien ces perspectives. C'est avec cette perspective-là qu'on a compris aussi, si on peut comprendre pourquoi certaines politiques se développent en priorité, on comprend aussi pourquoi certains savoirs connaissent un succès en politique plutôt que d'autres savoirs. Et ce que l'on peut noter en conclusion de la première partie, c'est qu'effectivement, quand vous avez un État social qui est en train de s'affaiblir, que vous avez des industries très bien organisées et que vous avez un citoyen qui, lui, au contraire, n'est pas organisé collectivement, ça crée les conditions favorables pour une structure d'opportunité institutionnelle pour que ce type de savoir, qui réalise ce compromis, se développe comme un savoir intéressant, comme un savoir politiquement séduisant. En plus, on pourrait appeler ça, c'est une chercheuse dans l'American Journal of Sociology qui a développé ce concept de Structure of Discursive Opportunities, c'est qu'il y a des chercheurs qui soulignent qu'il y a grosso modo une culture mondiale de la rationalisation qui est en train de se développer. Bolly Thomas, mais vous avez Meyer, qui est un chercheur sur les organisations très connu, qui a écrit un article en 97 avec Rowan, vous connaissez tous, qui est de Stanford, et qui considère que, grosso modo, de plus en plus, on insiste sur les savoirs qui visent l'individu, et que, comme les sciences comportementales, ce sont des savoirs qui sont beaucoup plus séduisants aujourd'hui. Donc vous avez en fait, si vous voulez, une structure d'opportunité qui est très favorable au succès de ce type de savoir, le marketing social, en politique. Je vais bientôt terminer parce que je pense que je suis en train de dépasser mon quota de... Alors, le marketing social, donc, c'est développé. Quand vous regardez le nombre de citations, le nombre de d'articles de journaux, de rapports, de news médias qui insistent sur le marketing social, c'est vraiment croissant en France, qu'il s'agisse de la question de l'obésité, sur les comportements alimentaires et sur l'activité physique. Vous avez eu toute une série de rapports qui ont été là pour dire il faut nouvelles approches de prévention en santé publique, qui ont dit il faut qu'on se serve de ces sciences comportementales pour transformer les comportements des individus, il faut qu'on se serve des nudges. Et effectivement, il y a eu un engouement pour ce type d'approche en Europe et notamment en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un peu une étude de terrain, c'est qu'en fait c'est un engouement qui est très contrasté, c'est-à-dire que la diffusion elle est très sélective suivant les endroits de l'espace social. Quand vous prenez par exemple l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé en France, l'équivalent de votre Institut national de santé publique du Québec, ils ont été très, ils ont été je dirais agréablement
quand vous prenez je sais pas ce que j'étais là-dessus, quand vous prenez la Société française de santé publique, ils ont été, alors ça c'est les professionnels de santé publique, ils ont été extrêmement réticents par rapport à ce type d'approche, justement qui sont des approches d'empowerment, mais qui sont plus des approches idéologiques que pour eux, de leur point de vue, qui insistent trop sur les déterminants individuels et pas assez sur les déterminants collectifs, alors que l'Institut national de prévention, qui lui est l'organisme et l'agence qui met en place, eux ont été d'un côté, pour certains experts, pas très séduits, et d'autres, au contraire, qui ont trouvé un intérêt. Donc, ça a été très contrasté. On n'a pas eu une adhésion qui a été une adhésion générale, même s'il y a eu des débats sur l'idée que, grosso modo, quand on fait de la targeted prevention, eh ben, on est contre l'idéal de l'égalité des citoyens face aux interventions de l'État. Et ça, c'est un vrai problème en France, y compris dans les politiques de santé. Juste une anecdote, pour vous donner un peu l'importance de ça. On a eu une épidémie de grippe il y a quelques années. On avait un ministre de la Santé et tous les épidémiologistes arrivaient en disant écoutez, il suffirait dans notre modèle de prévision de l'épidémie d'avoir un taux de couverture de la population à 30% pour qu'on arrête l'épidémie. Donc, ce qui était cost-effective, c'est 30% de la population vaccinée. Et elle, pour des questions d'égalité du citoyen, elle a décidé de vacciner l'ensemble de la population française. Et c'est pour ça qu'elle a acheté des stocks et des stocks de vaccins. Finalement, personne n'a voulu se faire vacciner. Et ça a été un peu un petit scandale sanitaire. Mais pour vous donner l'importance encore de cette valeur d'égalité face à l'action de l'État qui est peu compatible avec ces perspectives anglo-saxonnes. Donc une partie qui résistait sur ces controverses, mais une autre partie qui acceptait ces politiques. Ça, c'est au niveau national. Quand vous regardez au niveau local, je ne vais pas m'étendre, mais là aussi, vous avez eu des programmes qui ont été faits dans les municipalités, et vous avez certaines municipalités qui ont été très attirées par ces perspectives de nudge, et d'autres pas du tout. Et en fait, dans tous les cas, je passe, dans tous les cas, que ce soit au niveau national, c'est ça que je veux vous reteniez, ou au niveau local, finalement, ce qui explique la diffusion de ce type d'approche et de savoir, ce sont les relations de pouvoir horizontales entre acteurs. Et donc, quand pour un acteur, comme par exemple l'Institut national de prévention, c'est utile de se réclamer de cette approche, il le fait, notamment dans sa compétition juridictionnelle avec d'autres agences. C'était la même chose au niveau des maires et des municipalités, c'est-à-dire qu'ils adoptaient ce type d'approche en fonction de la compétition qu'ils avaient avec leurs autres acteurs au niveau local. Conclusion. C'est que ce qui est intéressant, à mon sens, c'est qu'il ne suffit pas qu'un savoir et que des approches soient compatibles avec une idéologie politique très séduisante pour que ça se diffuse. Pour comprendre les processus de diffusion, il faut comprendre la texture et la morphologie des relations sociales entre acteurs. Ça, c'est ma première conclusion. J'essaie d'aller plus rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire d'une certaine manière un parallèle entre, finalement, pour comprendre la diffusion d'un savoir, on a besoin de comprendre le collectif des relations entre organisations, de la même façon que pour comprendre l'efficacité de politique du nudge, on a besoin aussi d'agir sur les déterminants collectifs et notamment les déterminants relationnels. Je voudrais juste pour illustrer ça c'est l'information et l'incitation, ça c'est l'économie néoclassique. Ça c'est l'économie comportementale, donc on transforme non pas le niveau d'information des individus, mais on transforme la structure et l'architecture de leur environnement de choix. Ça, c'est la rationalité limitée. C'est dans l'organisation, les informations sont très dépendantes de l'espace social dans lequel on se trouve. Ça, c'est grosso modo les théories du management, où on agit sur l'organisation et la culture. Voilà. Ce sur quoi on veut insister, en venant du Centre de sociologie des organisations, c'est que ce soit quand on veut réduire le niveau d'obésité des individus ou quand on veut comprendre la diffusion
d'un savoir ou d'une politique publique dans l'ensemble de la société, on a besoin de comprendre les structures de relations dans lesquelles se trouvent insérés les individus ou les organisations. J'ai essayé d'être le plus rapide possible. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Voilà.